Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Je m'appelle Fanny Rançon, je suis comédienne, mais je suis aussi passionnée d'astronomie. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Dauvergne, je suis journaliste au magazine Ciel et Espace et je m'occupe de tout ce qui est en rapport avec l'observation dans le magazine. Aujourd'hui, on se trouve à la Maison de l'Astronomie à Paris et on va vous parler de quel matériel choisir quand on débute. Donc du coup, Jean-Luc, comment on fait quand on a un budget de moins de 100 €? Alors ça, c'est une question qui revient souvent au moment des fêtes de fin d'année, surtout les cadeaux de grands-parents aux petits-enfants, etc. J'ai tendance à répondre en général, si vous avez moins de 100 €, la meilleure chose à faire, c'est d'aller pousser les portes d'un club d'astronomie ou alors d'aller voir le ciel au moment des nuits des étoiles. Dans les clubs d'astronomie, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de choix. En fait, le problème, c'est qu'il y a moins de 100 €, il y a des instruments d'observation qui existent, mais ils sont globalement pas très qualitatifs. Donc il faut soit que les grands-parents qui veulent faire un cadeau poussent peut-être le budget jusqu'à 150, 200 € ou se cotisent avec d'autres personnes dans la famille. Mais à moins de 100 €, il vaut mieux vraiment aller dans un club d'astronomie. Et d'une façon générale, de toute façon, si on veut acheter du matériel, c'est bien de commencer par un club d'astronomie parce qu'on va pouvoir avoir différents instruments et que même si on a une petite idée de ce qu'on veut, on va peut-être affiner son idée en allant voir ce que les gens utilisent dans les clubs. Et du coup, un club, c'est payant ou c'est gratuit? C'est une association ou c'est privé? Comment ça fonctionne? Alors les clubs, il y a un petit peu de tout, mais en tout cas, il faut aller voir sur le site de l'Association française d'astronomie, qui est dite Ciel et Espace. Il y a une liste de tous les clubs d'astronomie en France. Il y en a, j'ai pas le chiffre exact, mais de l'ordre de grandeur, c'est 300 à 400 clubs en France, donc ça fait beaucoup. Donc on a forcément un club d'astronomie à côté de chez soi, et c'est en général des structures associatives. Et bon, si on y va comme ça avec un enfant qui débute, c'est sûr qu'ils vont laisser l'enfant venir 2-3 fois, et puis après, il faudra peut-être que la personne devienne adhérente du club, mais bon, après c'est l'adhésion à une association, ça coûte peut-être 15-20 € selon les cas, c'est pas ça qui coûte cher. Ok. Et on peut aussi commencer à s'intéresser en achetant des bouquins ou en se renseignant aussi d'autres manières pour essayer d'apprendre avec les cartes du ciel ou ce genre de choses. Oui, c'est ça. Après, là, on va parler de différents télescopes qu'on peut choisir quand on débute, mais il faut vraiment penser au fait qu'un télescope, ça ne fait pas tout, et il faut penser aux accessoires autour du télescope, et clairement, lire un magazine comme Ciel et Espace, acheter des livres d'observation, c'est vraiment important, et puis aussi quelques accessoires à penser quand on débute. Donc, mais clairement, le bouquin, c'est vraiment la base, et la carte du ciel aussi, la carte du ciel, la fameuse carte du ciel tournante qui permet de savoir à quel moment on voit le triangle d'été, Orion, etc. C'est clair que c'est indispensable. Est-ce qu'on peut trouver un télescope intéressant à environ 150 €? Alors, il en existe, mais souvent, dans ces budgets-là, moi, j'ai plutôt tendance à conseiller une paire de jumelles. Hop, voilà une. Merci. Attrapé, je me suis téléporté dans les bureaux de Ciel Espace un instant pour vous remercier chaleureusement. Vous avez été très nombreux à suivre la première vidéo de cette série sur l'astronomie pratique et on a bien l'intention d'en faire de nombreuses autres avec Fanny et avec Fabien qui est derrière la caméra. Et pour ça, on va avoir besoin de votre soutien. Donc on a ouvert une page Tipeee, vous trouverez le lien en description et on a l'avantage d'être au Ciel Espace, donc on a de nombreuses contreparties à vous offrir. À partir de 10 €, on vous offre un hors-série pour débuter en astronomie en échange et pour des contributions plus élevées, on peut même vous offrir des abonnements à Ciel et Espace. Ciel et Espace, c'est tout un univers avec ses magazines, son site web, ses podcasts, etc. et cette chaîne YouTube maintenant, bien entendu. Et donc voilà, vous pouvez faire des contributions plus petites de seulement quelques euros, elles seront bienvenues également. Et magie de YouTube, je me renvoie ces jumelles à moi-même à la Maison de l'Astronomie. En voilà deux. En fait, les jumelles, elles apportent déjà un grossissement de 10 fois. Et en fait, à 10 fois, si on se cale un peu sur pied photo, on voit déjà énormément de cratères sur la Lune. On voit les satellites de Jupiter. Et surtout, les paires de jumelles, en fait, montrent très bien la Voie lactée. En fait, quand on a une paire de jumelles comme ça, alors là, on a des paires de jumelles qui ont des objectifs de 50 mm de diamètre. C'est à peu près le diamètre maximum, facile à utiliser à main levée. Et un grossissement de 10 fois. Donc ça fait une pupille de sortie de 5 mm qui correspond à la taille de notre œil. Le rapport entre le diamètre et le grossissement est idéal pour notre œil pour une utilisation la nuit. Donc là, celles que j'ai entre les mains, c'est des Nikon à action. Ça fait partie des modèles d'entrée de gamme. Celles-là, elles sont un peu au-dessus de 200 €. Mais il y a les Bushnell Legacy. Personnellement, je les ai testées parmi de nombreuses autres jumelles sur banc optique. Les Bushnell Legacy, elles donnent de très bons résultats. En fait, ces paires de jumelles, elles ont un prisme de Porot qui donne à la paire de jumelles une forme classique. Et ces prismes-là, ils ne sont pas très coûteux à fabriquer. Et donc sur les Bushnell Legacy, on a un prix autour de 150 à 180 € en gros, et le rapport qualité-prix, il est vraiment excellent. Et quand on a une paire de jumelles comme ça,
En fait, même quand on a un gros télescope, on continue à l'utiliser, parce que le champ large qu'on a sur la Voie lactée, on ne l'a pas avec un autre instrument. Et donc, ça peut être décevant pour un enfant de lui dire commence plutôt avec des jumelles, mais en vrai, c'est un excellent achat, parce que ça, il va le garder. Alors que la petite lunette à 150 ou 200 euros, un jour, il voudra une plus grosse, et elle va vite aller à la cave ou au grenier. Puis ça, c'est pratique parce qu'on peut l'emmener partout. Au final, c'est plus pratique aussi, quoi. Exactement, on peut emmener en voyage, on peut emmener en vacances. Souvent, pour partir en vacances, il n'y a plus forcément la place pour un télescope dans les bagages. Donc oui, très clairement. Par contre, on ne peut pas faire d'observation planétaire avec. Non, enfin, en dehors de la Lune et des satellites de Jupiter. Mais la Lune, déjà, c'est vraiment impressionnant. Oui, surtout si on arrive à se caler sur un pied photo, on voit vraiment des cratères, etc., des montagnes, on voit beaucoup plus de choses que ce qu'on peut imaginer. Et donc, du coup, c'est quoi le budget minimum pour avoir un bon télescope débutant ? Pour moi, il faut compter à peu près, un minimum d'à peu près 200 € pour aller vers un télescope comme celui-ci. Il y a des équivalents qui existent sous d'autres marques. Là, c'est le Starblast d'Orion. On l'avait testé dans Ciel et Espace. Il est intéressant parce que ça a l'air d'un jouet comme ça, mais en fait, on a un miroir qui fait 114 mm de diamètre. Donc, ça commence à collecter pas mal de lumière quand même. Et alors, l'inconvénient, c'est que c'est un télescope avec des miroirs. C'est-à-dire que les miroirs, des fois, il va falloir les régler, les aligner, faire ce qu'on appelle la collimation. Donc si on met ça entre les mains d'un enfant petit qui a 8-9 ans, il faudra peut-être l'aide d'un adulte s'il faut faire un réglage des miroirs. Dans une boutique, on peut aussi demander à ce que ce soit réglé avant de le livrer, mais les réglages peuvent bouger avec le temps. Et en tout cas, ce qui est intéressant avec ce télescope, c'est qu'il a une monture de type Dobson, c'est-à-dire 2 axes très simples. Ça a l'air assez vilain comme ça, mais en fait, c'est très stable. Alors l'inconvénient ici, c'est qu'on a un télescope qui va être très bas, donc c'est bien si on... sur une table, par exemple. Voilà, si on a une table qui est bien stable, une table de jardin en plastique, ça ira pas, mais une table bien stable, on arrivera à faire des observations stables. Et avec ça, on peut vraiment commencer à bien voir les planètes et quelques objets du ciel profond, des galaxies, des nébuleuses. Donc ça a l'air d'un jouet, mais c'est tout sauf un jouet. Et après, on peut pourquoi pas le détacher de sa monture et le mettre sur une monture motorisée si on veut prendre des photos, où là, il faut compenser la rotation de la Terre. Puis on sera sur un trépied plus haut, donc avec une observation plus confortable. Quel télescope serait plus idéal quand on habite en ville, par exemple ? Alors en ville, ce qu'on recommande souvent, c'est des télescopes de type Maksutov. C'est une formule donc de télescope, donc il y a un miroir principal au fond du tube. Ici, on a le miroir secondaire avec une pastille, c'est une pastille métallisée sur le ménisque qui est au centre. Et en fait, ces télescopes-là, ils ont plusieurs avantages. Le premier, c'est que le télescope est très compact. Si on observe en ville, sur un balcon, dans un appartement, on n'a pas envie d'un instrument qui prenne plein de place. Il en existe dans différents diamètres. Alors, au-delà de 180 mm de diamètre, on en trouve moins, parce que les prix augmentent. En fait, il y a le ménisque à l'avant qui coûte cher à fabriquer. Mais disons que c'est intéressant de prendre entre celui-là fait 127 par exemple, de choisir selon son budget entre 127 et 180 mm. Le gros avantage des Maksutov, c'est qu'ils permettent facilement de grossir beaucoup et leur alignement optique est stable. Donc quand on achète ce télescope-là, souvent il est bien réglé d'origine et si ce n'est pas le cas, au pire on fait le réglage une fois et en général ça tient, ce qui n'est pas le cas de nombreux autres télescopes comme les Schmidt-Cassegrain ou les Newton. Et du coup tu peux le poser sur quel type de trépied ? Alors du coup, c'est vendu des fois avec des montures à pointage automatique qui sont azimutales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'axe pointé vers l'étoile polaire. À choisir, quand on observe les planètes, franchement, c'est facile à viser dans le ciel. Pour rater la Lune ou Jupiter, il faut le vouloir. Donc moi, je recommande plutôt une monture équatoriale et sans système de pointage automatique. Ça se met en route plus rapidement, il n'y a pas initialisé sur une étoile. Ce qui est difficile, c'est qu'on trouve de moins en moins de montures qui n'ont pas de système qu'on dit go-to pour le pointage automatique, mais on en trouve encore quelques-unes. Et c'est des montures qu'on trouve pas très chères, à quelques centaines. Voilà, à quelques centaines d'euros, on a quelque chose de stable. Et du coup, est-ce qu'il y en a qui sont plus adaptés pour la campagne ? Oui, à la campagne, moi je recommande plutôt un Dobson, c'est des télescopes comme celui qu'on a vu tout à l'heure, là, le petit 114 mm, mais évidemment il en existe des plus gros. Le petit Starblast, là, ça faisait un petit peu télescope pour enfants, mais il en existe de 200 mm, 250 mm, voire 300 mm, et dans des budgets tout à fait abordables. C'est-à-dire que les 200 mm, ils sont autour de 400, 500 €, et les 300 mm, ils doivent être dans la zone 1000, 1500 €, donc c'est totalement abordable. Quand on a un ciel de campagne, on va pouvoir voir des objets faibles, des nébuleuses, des galaxies. Et là, il faut vraiment beaucoup de diamètre pour collecter la lumière, pour voir ces objets faibles.
Et ces télescopes-là sont encombrants, très clairement, mais si on a une maison, a priori, on va pouvoir le stocker assez facilement. Donc là, ce n'est pas un obstacle. La seule chose à savoir, c'est que c'est des télescopes avec des formules de type Newton, et il faut faire l'alignement des miroirs entre eux. Donc on peut acheter, il se vend par exemple des lasers qui aident à faire ce réglage. Et avec un laser, c'est un réglage qui est assez facile à faire, mais il ne faut pas hésiter à le faire. Et du coup, évidemment, on va voir quand même plus de choses que quand on est en ville, ou ça va se jouer quand même à pas grand-chose? Non, oui, si, on va avoir plus de choses. Là, on a vu les Maksutov pour la ville, on va avoir du mal à monter à plus de 180 mm de diamètre. Et plus on va monter en diamètre, plus on va pouvoir avoir de résolution. Donc même sur les planètes, avec ces télescopes-là, on va pouvoir avoir plus de résolution. Alors le problème, c'est que souvent, ils n'ont pas de moteur, mais de plus en plus, on en trouve avec un moteur, malgré leur monture un peu simplifiée. Et c'est vrai que quand on observe une planète à 300 fois, par exemple, là, c'est mieux de compenser la rotation de la Terre et d'avoir un suivi. Mais de plus en plus, on les trouve fournis comme ça. Et là, pour le coup, ça vaut vraiment le coup d'avoir ces systèmes de pointage automatique, vu qu'on est sur une monture qui est, comme on dit, azimutale, c'est-à-dire avec un axe horizontal, un axe vertical. Là, il faut vraiment de l'électronique et de l'informatique derrière pour savoir quelle vitesse appliquer sur chaque axe, parce que ça dépend de la direction dans laquelle on vise. Et est-ce qu'un appareil plus polyvalent, ça existe aussi? Oui, c'est ça. Alors après, si on a plus de budget, c'est-à-dire plus de 1000 €, on va pouvoir acheter un télescope sur une monture équatoriale, c'est-à-dire qui compense bien la rotation de la Terre, avec laquelle on va pouvoir facilement faire de la photo des nébuleuses, des galaxies et des planètes. Et là, il y a principalement deux familles, soit des télescopes Newton, mais là, on ne va pas monter trop en diamètre, parce qu'il faut avoir un ensemble très stable si on veut faire de la photo, ou alors les Schmidt-Cassegrain, qui sont des télescopes un peu qui ressemble à notre petit Maksutov ici, avec simplement une subtilité dans la formule optique qui est différente, mais surtout qui permettent d'avoir de plus gros diamètres. Les Schmidt-Cassegrain, on en trouve de 20 cm, de 23 cm, 28, et ça va pour les plus gros jusqu'à de 356 mm. Là, c'est déjà des gros trucs. Là, on n'est plus dans le matériel pour débutants. Mais typiquement, chez Celestron, par exemple, parce que c'est la marque la plus représentée là, sur ces formules-là, un C8, ça vaut autour de 1000 €. Le tube optique, j'ai pas le prix exact en tête. Et ça, c'est des télescopes qui sont vraiment polyvalents, avec lesquels on va pouvoir faire de la photo, des objets du ciel profond comme des planètes. Donc vous l'aurez compris, il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les budgets et toutes les utilisations qu'on a envie d'en faire quand on débute. Et puis si vous avez encore des questions ou des hésitations, vous pouvez toujours aller dans un magasin comme la Maison de l'Astronomie ou plein d'autres pour demander et poser vos questions aux vendeurs, et ils sauront vous aiguiller dans vos choix. On vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo et on vous dit à bientôt. N'hésitez pas également à laisser des commentaires et à poser vos questions dans les commentaires. Si vous avez des questions sur le matériel, c'est aussi le bon endroit. Vous trouvez aussi les adresses de la rédaction dans le magazine Ciel et Espace. Et puis évidemment, n'hésitez pas à suivre cette chaîne, à laisser un pouce bleu, c'est toujours très important pour nous. À bientôt.